bienvenue pour cette journée du mardi, encore une fois, sur le salon de l'agriculture. Nous avons différentes tables rondes qui s'effectuent tout au long de ce salon. Et là, pour le fait, eh bien, c'est une nouvelle table ronde autour d'un sujet qui est l'indépendance en protéines végétales de la France, développer le soja et la févrole française pour faire rimer qualité, santé, durabilité et compétitivité. Alors autour de cette table aujourd'hui, nous allons avoir plusieurs intervenants. D'ores et déjà, il y aura Nathalie Kerouas qui sera avec moi en co-animation, qui est directrice de Bleu Blanc Cœur. Nous allons avoir donc Françoise Labalette, qui est ingénieure Terre Univia, Charlotte Canal, ingénieure d'études chez Terre Univia, Pierre Veil, bien sûr, qui est coprésident et fondateur de Bleu Blanc Cœur, Stéphane Radet, directeur du syndicat national des entreprises de nutrition animale, et enfin Corinne Saudreau, qui est infirmière et élue au Collège des professionnels de santé de Bleu Blanc Cœur. Nathalie, je vous laisse d'ores et déjà le micro pour nous expliquer en introduction le sujet dont il va s'agir. Bonjour à tous, merci d'accepter cette table ronde. Donc un sujet hautement important aujourd'hui. On parle de déforestation portée, on parle d'autonomie protéique. Samedi, pendant le discours d'inauguration du président de la République, je crois que un des premiers thèmes abordés, c'était celui de la nouvelle PAC et de l'autonomie protéique de l'Europe. Le besoin de construire des filières différenciées et de trouver une autonomie à la France sur cette question des protéines pour être moins dépendant de l'import de soja, notamment du continent américain, de moins subir la pression économique et puis de trouver des solutions durables de filières. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a mis autour de la table la Terre Univia, donc l'interprofession des zooprotéagineux, qui est membre de l'association Bleu Blanc Cœur depuis sa création, depuis les années 2000. On a travaillé ensemble à la promotion de ces cultures variées et diversifiées. Et on a vraiment un thème fort d'annonce aujourd'hui, c'est le partenariat qui va un petit peu plus loin avec la construction de 2 nouveaux cahiers des charges, donc du soja métropolitain et aussi de la févrole métropolitain, sachant qu'aujourd'hui on va parler principalement de cette culture du soja produite en France et qui vient apporter de la diversité dans l'auge des animaux. Voilà, Pierre, je vais commencer par vous. Je vais vous inviter à prendre le micro qui est ici. La première question va être la suivante. Pouvez-vous nous éclairer sur la stratégie de Bleu Blanc Cœur qui vient d'annoncer privilégier les sources locales de protéines, légumineuses, fourragères, à graines, oléoprotéagineux, pour ne plus importer de protéines à l'image du soja d'importation? Écoute, hier, je fais un petit retour en arrière. Hier d'abord, et puis il y a 20 ans. Hier, on fêtait sur le stand ici avec le docteur Bernard Schmitt, qui était l'investigateur de notre première étude clinique, et le Conseil régional Bretagne, qui avait été cofinanceur de cette étude clinique avec ce qui s'appelait à l'époque Onidol. Cette étude clinique, elle était, 2 mots, c'était 2 groupes de volontaires, 2 groupes de 40 volontaires pendant 6 mois. On les nourrissait avec la même quantité d'œufs, de beurre, de viande, de tout ce que vous voulez. Ils avaient le même régime. Par contre, les animaux qui produisaient les œufs, les beurres, les viandes, eux, n'avaient pas le même régime. Les uns avaient un régime dit dominant maïs-soja, les autres avaient un régime diversifié avec des protéagineux et du lin. Et quand, au bout de 15 jours, on avait changé la composition du sang des volontaires, Bernard Schmitt, le docteur investigateur, rappelait ça hier, au bout de 35 jours, on avait changé la composition de toutes les cellules du corps dans le sens d'une amélioration très significative des marqueurs de santé. Dès le début, on a essayé d'imposer une diversité dans la ration. On limitait par exemple le tourteau de soja d'import à 10%. Souvent, c'est plus que ça dans l'alimentation animale. Mon voisin le confirmera ou non. Et puis, de fil en aiguille, on a amélioré. Plus Bleu Blanc Cœur se développe, plus le logo, le label est connu, plus le consentement à payer des consommateurs est important, plus on peut retourner vers les éleveurs avec un cahier des charges qui s'incrémente, qui s'améliore. Et donc en novembre, on a fait un séminaire avec la gouvernance de Bleu Blanc Cœur et on a décidé de passer là réellement à une interdiction progressive, espèce par espèce. Mais on a fixé notre point de fuite qui est vraiment un lien santé du sol, santé des animaux, santé des hommes. C'était le point de départ, c'est le point d'arrivée aujourd'hui en disant on ne peut pas avoir un sol sain si on n'a pas un minimum de protéagineux qui enrichissent le sol. On ne peut pas avoir un sol sain si on n'a pas une rotation longue avec une diversité des cultures. Et c'est sur ce sol sain que se construit la santé des animaux, puis la santé des hommes. Alors cette décision n'est pas une vue de l'esprit. Elle est basée sur des programmes de recherche qui ont
qui ont été conduits ces dernières années, le programme Proléval. Tu peux nous en dire un petit mot? Avec plaisir. Mais oui, ça rejoint pourquoi on le fait maintenant. L'idée était de créer des outils de traitement, de créer de la valeur dans les régions. C'est-à-dire le tourteau de soja, les imports de tourteau de soja, ça détruit de la valeur partout. Ça arrive dans les ports et puis après ça passe dans les élevages, mais ça ne crée pas de valeur. Si demain on sait créer de la valeur avec une contractualisation des protéagineux, on crée de la valeur pour les cultivateurs. Si on sait les traiter sur place au lieu de les traiter dans des usines au Brésil, eh ben c'est vachement mieux. On peut créer de la valeur et de l'emploi dans nos régions. Et si après c'est utilisé dans les filières et que ça fait du bien aux gens, en termes de santé, bah, tant mieux, ça fait du bien à tout le monde. Donc pour ça, c'est de la philosophie. Hein. Il fallait conduire des études, ce qu'a fait l'INRA, et on s'est rendu compte que c'était possible et qu'avec du pois, de la févrole, du lupin, plus le soja qui maintenant, ça ils vont en parler, plus le soja qui arrive, on a vraiment des preuves de concept assez formidables. Il y a déjà plusieurs outils qui travaillent en région sur ces principes-là. On recrée de la valeur et maintenant on est capable d'aller au bout de notre démarche de départ, c'est-à-dire lier santé du sol, santé des animaux, santé des hommes, encore une fois. Alors, d'autres questions vont se poser forcément. Il y a des solutions que vous allez proposer. Et quelles sont les incidences en matière de production, d'impact technique et économique pour les éleveurs? Mais c'est justement l'objet de Proléval. Proléval, c'est côté techno, c'est une ligne pilote qui a été construite, qui fait des pelliculages, de la fermentation, de la cuisson. Et puis de l'autre côté, le gros partenaire qu'est l'INRA, lui teste sur des volailles, des porcs, des bovins, etc. Et aujourd'hui, les premiers articles sont publiés et on voit qu'on ne détériore pas le tourteau de soja. C'est un peu le golden standard par rapport au tourteau de soja. L'usage de févrole, de lupin, de pois avec des traitements technologiques d'amélioration de la digestibilité, de destruction des facteurs antinutritionnels, bah, ça permet de maintenir les performances en élevage. Donc on tient une partie de la solution. Le soja métro, le soja de France, tient l'autre partie de la solution. Sans impact en matière de production, avec un impact en matière de coût, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher que si on nourrit les animaux avec du soja d'import classique. Ça coûte pas plus cher que si on nourrit les animaux avec du tourteau de soja d'import sans OGM. Du coup, Françoise Labellette, vous êtes membre du comité de direction de Terre Univia. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette charte soja de France et puis peut-être nous éclairer un peu sur la dynamique qui pourrait se mettre en place avec l'association Bleu Blanc Cœur? Alors d'abord, c'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui. Vous avez fêté vos 20 ans, l'année dernière on fêtait nos 40 ans. Et l'histoire de l'Onidol, elle est partie effectivement sur une question d'huile, mais aussi avec le premier plan protéines. Et donc nous y revoilà 40 ans plus tard. Donc c'est un vrai plaisir. C'est un plaisir aussi parce que votre slogan c'est « Oui, on a tous le droit de bien manger ». Eh ben nous, dans la filière des huiles et protéines végétales, on pense qu'on a le devoir de mieux cultiver encore. Comment ? Eh bien, essentiellement en diversifiant les assolements. Et nous y revoilà aussi, hein, diversité de l'assiette, diversité des aliments, on en parlera tout à l'heure, diversité des productions. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de montrer comment on peut, à un moment donné, mettre tout ça en musique. Notre ambition, produire plus de légumineuses. Aujourd'hui, en France, on est en gros à 3,5, entre 3,5 et 4% de légumineuses dans l'assolement. Le Canada, 12%. Vous voyez, on a du chemin et des grandes trajectoires de progression pour que dans nos assolements, on puisse mieux équilibrer les céréales, les protéagineux. Hein. Donc tu emploies souvent le mot protéagineux, qui est un mot un peu politique. En réalité, c'est le pois, la févrole, le soja. Sont toutes des légumineuses à graines. Elles rendent toutes service et toutes, elles ont une fonction dans la lutte contre le changement climatique, dans la biodiversité. Et en plus, elles produisent des protéines. Pourquoi le soja ? Le soja, tout simplement parce qu'on en importe encore énormément. 3,5 millions de tonnes, hein, quasiment chaque année. Et aussi parce qu'en France, on a un réel savoir-faire ancré dans des bassins de production, le sud et l'est. Et que donc cette production de soja, elle est déjà à un niveau de maturité suffisant pour qu'on puisse lancer une véritable dynamique pour approvisionner les filières animales. Donc voilà pourquoi le soja, on va dire un petit peu tête de gondole de la redynamisation, mais bien accroché et solidement ancré dans certains territoires. On y trouve aussi la févrole et le pois.
Pourquoi la charte soja de France? On y vient. Eh bien, justement, dans cette espèce de grande soupe soja mondiale, 365 millions de tonnes cette année, comment distinguer notre soja français? Tout simplement en engageant l'ensemble des opérateurs et des acteurs ensemble sur un certain nombre de critères forts, l'assurance du non-OGM, une traçabilité exemplaire pour aller chez nos collègues de l'alimentation animale avec un produit dont on connaît l'origine française, dont on sait comment il a été produit, c'est la traçabilité, et dans quelles conditions, et ça ce sont des éléments de durabilité. Pour le faire savoir, une charte qui est engageante chez les producteurs, les collecteurs et les premiers transformateurs, de manière à ce que ce produit puisse être identifié, connu et reconnu à sa juste valeur. Merci beaucoup justement pour nous donner les grands principes de la charte. Vous avez juste à côté de vous Charlotte Canal, qui est ingénieure d'études chez Terre Univia. Est-ce que vous pouvez nous donner justement les grands principes de cette charte et en quoi, selon vous, cette charte répond aux attentes du marché et des consommateurs? Oui, alors Françoise, on a déjà dit une bonne partie, comme elle a pu le dire. C'est une charte qui engage les opérateurs de la filière. Donc on commence dès la naissance finalement du soja, puisque ça engage la démarche engage déjà les semenciers. Puis ensuite, donc, le champ, les producteurs, on va jusqu'aux collecteurs et enfin les premiers transformateurs qui s'engagent également dans cette charte soja de France. Donc autour de 4 engagements qui sont forts, c'est l'origine France qui est garantie, le non-OGM, la traçabilité et la durabilité. Et cette charte, elle a quelque chose quand même qui est un peu différente d'un simple engagement autour d'une charte, c'est que finalement c'est une charte qui est certifiée par des organismes certificateurs. Donc ça passe par des audits qui sont réalisés chaque année à chacun des maillons de la filière. Donc ça permet d'avoir une réelle assurance des critères de qualité qui sont autour de cette charte. Et enfin, pourquoi ça peut répondre à la demande finalement des consommateurs? On est aujourd'hui sur une dynamique sociétale où les consommateurs recherchent plus d'assurance sur leur consommation. Ils veulent savoir d'où ça vient, ils veulent avoir des garanties sur le fait que les animaux soient finalement bien traités, bien nourris. Et cette charte, en cela, elle répond puisqu'elle apporte des garanties par le biais de la certification et par le biais de ses engagements. Et après, voilà, c'est une demande sociétale qui est forte, qu'on constate. Maintenant, il faut que cette demande elle puisse se transformer au niveau du consommateur par un acte d'achat. Et c'est en cela qu'on a besoin de travailler et qu'on est très content de travailler avec des filières telles que Bleu Blanc Cœur pour partager et porter finalement au niveau des consommateurs ce socle de valeurs communes. Merci beaucoup Charlotte. On va passer à Stéphane. Stéphane Radet, directeur du syndicat des entreprises de nutrition animale. Quelle est votre vision de ce partenariat et des défis que la nutrition animale va ainsi relever ? Alors le rôle des fabricants d'aliments pour animaux d'élevage sera de construire le lien entre les productions végétales et les filières animales. Mais pour répondre à ce défi, à cette construction, la première exigence sera celle de produire sur le territoire national des légumineuses, parce que les besoins sont réels. Les fabricants d'aliments aiment ces graines et ces plantes pour les valoriser dans la nutrition des animaux d'élevage, et les besoins sont, comme ça a été dit, tout à fait conséquents. Les fabricants d'aliments savent par leur savoir-faire valoriser cette diversité, la diversité des graines et des plantes légumineuses pour nourrir toutes les espèces, parce que chaque espèce a des besoins spécifiques. Et cette diversité au travers du pois, de la févrole, du soja répond déjà aux besoins des animaux, et c'est tout l'intérêt des fabricants d'aliments de faire ce lien, encore une fois, entre les productions végétales et les productions animales. Merci beaucoup. Du coup, Corinne Sodreau, vous êtes infirmière, j'imagine très habituée à participer à une table ronde sur les problématiques végétales très en amont des filières. C'est toute la richesse, je pense, de la démarche Bleu Blanc Cœur. On dit souvent chez Bleu Blanc Cœur qu'on met en place le PNNS des animaux, donc Programme National Nutrition Santé. On dit qu'il faut manger varié, diversifié, équilibré. C'est un peu la même chose que Bleu Blanc Cœur essaie de mettre en place pour les animaux. Quel est votre avis en tant que professionnel de la santé de ce qui a été présenté ce matin, et notamment ce partenariat Terre Univia Bleu Blanc Cœur? En fin de compte, moi, là où je m'y retrouve, je vais déjà poser mon premier fondamental, c'est que la santé passe tout d'abord par l'alimentation, donc
par notre assiette, l'assiette humaine, mais j'extrapole un petit peu par l'assiette aussi animale, puisque plus les animaux vont manger correctement, plus ils vont être en meilleure santé, et par voie de conséquence, qu'on mange les animaux ou qu'on mange les produits issus des animaux, nous allons avoir un bénéfice santé qui va être directement impactant pour nous en tant qu'hommes et consommateurs. Donc ce que je vois de très intéressant par rapport à ça, c'est qu'on est véritablement dans une chaîne alimentaire, dans une chaîne de production, dans un respect professionnel, et que l'homme et la santé humaine se retrouvent au bout du maillon, au bout de toute cette chaîne-là, pour pouvoir travailler ensemble. Et je trouve que c'est des initiatives qui sont forcément très intéressantes pour nous tous, et que l'autre point qui est très important, c'est qu'on arrive dans une variété alimentaire. Donc l'autonomie, la production, une production nationale, forcément, je vois ça d'un très bon œil, mais en plus, on va pouvoir se repositionner à travers cet équilibre alimentaire. Donc voilà, avec un bénéfice santé. C'est vrai que le soja est utile aussi, puisque au niveau de l'alimentation, avec les graines, les févroles, etc., on va retrouver un équilibre oméga 3, oméga 6 qui est fondamental, avec aussi un certain nombre avec une valeur protéique qui est importante. Il y aura probablement aussi des antioxydants, et que tout ça, ça a une valeur nutritionnelle, une valeur santé pour nous tous, les animaux comme les humains. On profite, vous allez repasser le micro à Pierre. Comment créer une valeur et un marché autour de cette filière végétale? Alors, quand on avait passé ce qu'on appelle le grand oral, la BPI, pour le projet Proléval, je me souviens que le président du jury avait posé une question, pourquoi vous réussiriez-vous alors que tous les plans de relance protéique, tu évoquais les 40 du premier, n'ont pas vraiment marché. Et on était embêtés, puis on a dit, nous au moins on a un accès au marché. Et je pense que c'est l'accès au marché qui va tirer. Le Blanqueur aujourd'hui, c'est le premier signe de qualité dans les productions animales. Il commence à être connu, à faire vraiment du volume dans les différentes productions. C'est ça qui va tirer, c'est ça qui va permettre d'implémenter tout le reste. Après, dans l'association, il y a différents maillons. Donc Corinne représente le maillon des professionnels de la santé avec ses 1500 membres. Mais Stéphane est le directeur du SNIA. Et il y a dans notre collège de la nutrition animale, il y a 200 entreprises de nutrition animale qui sont adhérentes. Il y a l'accès au marché qui va tirer. Et il y a un rôle, à mon avis, nouveau pour la nutrition animale, pour ces 200 acteurs qui peuvent changer de métier, qui ne peuvent plus être des importateurs de soja, mais qui peuvent être des producteurs transformateurs. Il y a aussi quasiment toutes les coopératives polyvalentes qui sont adhérentes à l'association Bleu Blanqueur. Créer de la valeur au niveau des productions végétales contractualisées, on a déjà fait. Il y a les preuves de concept avec le lin. Maintenant, il faut le faire pour les productions de légumineuses à graines. Je salue aussi nos amis des légumineuses papillonacées, parce que la févrole est aussi une source de protéines, pas la févrole, la luzerne est une source de protéines qui rentre dans nos cahiers des charges. Et donc le métier de la nutrition animale peut changer. Ça peut être un créateur de valeur au carrefour de créer de la production, créer de la valeur en amont dans les productions végétales tracées et la transformer après pour les amener dans des filières et créer de la valeur via l'accès au marché au niveau des éleveurs. C'est notre rêve, ça. Mais on y arrive, on a déjà réalisé pas mal de choses. Je voudrais avoir 10 ou 20 ans de moins pour voir ce qui va se passer dans les 10-20 ans à venir. Je pense que l'accès au marché, c'est la clé de la réussite de ces filières en amont, sinon on n'y arrivera pas. Stéphane, un commentaire sur ce propos ? Oui, pour appuyer ce que vient de dire Pierre, parce que c'est fondamental et c'est une réelle différence d'approche par rapport aux différents protéines que l'on a connues ces 40 dernières années. Ce que dit Pierre, c'est effectivement faire le lien direct au travers de la construction de filières entre la production végétale et la production animale, comme je le disais tout à l'heure. Mais on ne va pas chercher à produire en espérant que le marché puisse prendre un volume de produits donné. On va directement produire pour répondre à un besoin qui est un besoin d'une filière différenciante, identifiée. Et au travers de l'outil qui est celui du cahier des charges, des contrats, on va faire directement ce lien pour créer de la valeur et transmettre sa valeur jusqu'au consommateur final. Merci. En guise de conclusion, Françoise Labalette, vous avez été, je crois, nommée, enfin je suis sûre même nommée par le ministre de l'Agriculture pour coordonner le futur... Terre Univia. Coordonner le futur plan protéines français. Est-ce que vous pouvez nous en dire d'ores et déjà quelques mots ?
Oui, donc alors peut-être pour dire qu'effectivement on est tous, et ça aussi c'est nouveau, et vous verrez que ça a un écho dans le plan protéines, c'est que effectivement les uns et les autres, on doit essayer de mettre en convergence et orchestrer nos visions sur ce qu'est un plan protéines pour la France. Au-delà des déclarations qu'on a souvent faites les uns et les autres, on répond à un marché, etc., c'est rentrer à un niveau d'opérationnalité et aussi dans un maillage ou une appréciation de ce que sont les trajectoires plus fines, de manière à ce qu'on repère bien quelles sont les trajectoires différenciantes, quelles sont les filières dans lesquelles on peut en confiance s'engager depuis le début de la graine jusqu'au patient de madame, et en faire une chaîne dans laquelle il n'y a pas de rupture. Donc ça, c'est très important, et c'est en ce sens qu'on va donc essayer, avec toute la modestie de ce que l'on pourra aussi apporter en tant qu'animateur à ce plan protéines, dans le cadre de l'atelier, dans le cadre d'un des 3 ateliers, un étant consacré aux politiques publiques, un autre à la R&D et le 3e à l'économie de filière. Et c'est là qu'on doit travailler tous ensemble. Et là, dans ce cadre-là, l'interprofession, donc Terre Univia, va participer à la coordination de cet atelier-là, en relation extrêmement étroite avec les filières et notamment les interprofessions, donc les porteurs de ces filières, les interprofessions, toutes les interprofessions concernées, avec un effort et une attention particulière avec les filières, les interprofessions animales. Pourquoi? Parce qu'elles représentent un énorme marché pour nos productions végétales. Il va s'agir finalement de faire 3 choses. Un, c'est de bien dimensionner ensemble, à des mailles assez fines, quels sont les besoins, avec une temporalité, on va dire, d'une 10 à 15 ans. Ensuite, eh bien, quelles sont évidemment les capacités. Donc on est bien dans le sens, je tire la demande, quelles sont les capacités et quel ancrage territorial pour ces capacités. Et ensuite, quelles sont les conditions pour aller de la capacité au marché et à la valeur qu'il faudra réunir. Et ces conditions, elles vont balayer tout, depuis la R&D, bien sûr les politiques publiques, mais aussi des dispositifs d'engagement mutuel en filière, contractualisation, etc. La copie, en gros, doit être la premier jalon, c'est le mois de mai, avec une grande réunion de restitution. Et ensuite, de on va dire cet état de lieu, mais dans un cas dynamique, on devra ensemble aussi en élaborer des propositions de plan d'action. Ceci en cohérence avec le plan protéines européen, puisqu'on n'est pas seul, on est dans l'Union européenne, et c'est bien ainsi. Et donc, se mettre aussi en conformité avec ce plan protéines européen. Merci beaucoup. Donc du coup, les nouveaux engagements de Bleu Blanc Cœur, c'est une sorte de preuve de concept que c'est possible de réussir un plan protéines en France? Absolument. Alors, il y a Bleu Blanc Cœur, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et puis, on va là maintenant rentrer dans le dur. Et ça, c'est ce qu'on aime. C'est-à-dire que maintenant, là, on est en table ronde, mais demain, il faut que notre graine de soja, là, la graine de soja plantée en 2019, elle aille jusque chez madame. Voilà, c'est ainsi que se termine cette table ronde. J'étais avec Nathalie ici même pour Bleu Blanc Cœur. On espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup.